Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la matière d'escale 6, donc pour sixième année. C'est sûr que si tu es en cinquième année puis tu tombes sur la capsule, c'est correct aussi que tu l'écoutes, c'est pas toxique, c'est de l'information. Puis c'est bon aussi pour tout le monde en fait, c'est ce qui va suivre l'année prochaine, fait que tu peux l'écouter aussi. Alors, on a deux unités cette semaine, l'unité 14 et l'unité 15. On part au moment où c'est l'après-guerre, donc nécessairement la période après la guerre. Si on sait c'était quand la guerre, ben là on parle de la Deuxième Guerre mondiale, c'était de 1939 à 1945. Donc les années qui suivent 1945 correspondent à l'époque d'après-guerre. Ce qu'on nous explique rapidement, on parle de prospérité économique. Économique, on parle d'argent. Être prospère, c'est parce qu'il y en a. Donc, l'économie va bien. Les gens s'achètent toutes sortes de nouvelles choses. On consomme des biens matériels, des voitures, des électros. Donc, ce sont des choses qu'on fait euh, plus particulièrement après la guerre, parce que pendant la guerre, on s'entend que ce n'était pas facile de se procurer des choses aussi importantes que de la nourriture. Tout le monde était rationné, c'est-à-dire qu'on avait chacun notre portion. On ne pouvait pas nécessairement aller à l'épicerie, tout ça, parce que justement, on gardait suffisamment de nourriture, mais pour nourrir tout le monde. Donc, on ne pouvait pas, euh, que, comme c'est arrivé avec le papier de toilette, les gens ont dévalisé, avec les lingettes aussi. Donc, c'est ça. On s'organisait pour que les gens ne dévalisent pas parce qu'on le distribuait déjà par personne. Donc, on donnait des rations. Donc, quand tu as vécu comme ça pendant un petit bout de temps, on t'empêche de prendre le minimum parce que c'est la guerre. Ben, c'est sûr qu'après ça, peut-être tu es porté à vouloir dépenser plus. Puis si les choses vont bien, ben, c'est correct aussi de le faire. Donc, c'est une période qui est positive pour le Québec en termes économiques. C'est une période où les salaires vont être augmentés, les gens vont gagner plus de sous, tandis qu'on voit le taux de chômage qui va descendre. Donc ça, c'est bien, parce que ce que ça veut dire, si tu n'as pas beaucoup de gens au chômage, c'est parce que les gens travaillent, et c'est un signe que l'économie va bien, qu'il y a suffisamment d'emplois pour tout le monde. J'essaie de tousser dans mon coude. Je m'excuse. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive quand il y a des jobs, les salaires sont augmentés, les gens sont contents, hein, parce que c'est ça qui fait en sorte que on est satisfait au bout de la journée. Si on est bien au travail, on a un bon salaire, ben nécessairement, nos conditions de vie sont améliorées. On s'achète des nouvelles voitures, etc. On a un beau frigidaire neuf, mais quoi demander de plus pour être heureux? Donc, les gens, quand ils sont heureux, ben, ils rencontrent d'autres personnes et puis ils se parlent entre gens heureux. Et il arrive des fois que, oh, déclic, un couple se forme. Donc, durant la période d'après-guerre, il y a eu plusieurs personnes qui ont trouvé la personne heureuse avec qui ils voulaient être. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Et oui, on fabrique des enfants, mais on se marie d'abord. Hein, à ce moment-là, il ne faut pas faire l'inverse. Maintenant, ça passe très bien, c'est juste qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas faire ça. Avoir des enfants sans être marié, c'était un drame. On s'entend, là, on pouvait pas faire semblant que c'était pas grave ou que les gens calculaient est-ce qu'ils s'étaient mariés vraiment au bon moment, parce que des fois c'était une question de jours, de semaines, est-ce que ça a été un péché? Ah, donc c'était ça. Maintenant, on se pose plus vraiment ces questions-là pour des questions religieuses, en tout cas, beaucoup moins, puis c'est tant mieux, parce que je ne pense pas nécessairement que l'amour et la religion, c'est quelque chose qui est relié, mais certaines personnes le pensent, puis c'est très correct aussi. Tout ça pour dire, parce que je m'égare, hein, attention, même en capsule vidéo, ça m'arrive. Depuis l'intervention du gouvernement du Québec en 1945, c'est un fait important, on a donné accès à l'électricité et à l'eau courante à tous les habitants des villages. Donc, il y avait des endroits où on n'avait pas encore l'électricité. On s'est assuré que ces personnes-là avaient maintenant l'électricité pour pouvoir avoir, bien sûr, le courant dans la maison, la lumière et la télé. Oui, la télé.
c'est important la télé, mais eux aussi en voulaient des télés à la campagne. Et ça me mène à te parler de la page 61, qui est la page d'introduction de l'unité 14. Je vais te la montrer ici, car quelques personnes m'ont posé des questions sur ce travail à faire. Donc, on a un petit schéma, une petite ligne du temps. J'aime mieux faire ça que partager mon écran, c'est plus facile. Donc, je ne pas très techno, hein? On doit aller inscrire les faits marquants entre 1900 et 1959. On n'a pas de boîte de mots, on n'a pas de petite boîte avec des mots à aller placer ou des événements. On doit les trouver soi-même. Donc, ça reste que c'est quand même des événements faciles à trouver. Il faut juste savoir que il y en a un endroit où c'est des événements, puis un autre endroit où c'est des époques. Donc, si on regarde la première petite boîte ici, donc c'est écrit 1900, je cherche une époque. Donc, peut-être que dans le cahier, c'est écrit quelque part l'époque qui correspond à 1900, au début 1900, ou si ici c'est 1914, ben théoriquement, ça devrait être 1907 qui est ici. C'est la période qu'on cherche, c'est pas un événement. Donc, regarde dans le cahier, peut-être dans les pages avant, tu vas trouver quelque chose. Tape des matières, la table des matières. J'ai pas regardé, mais ça se peut. Ensuite, deuxième petite boîte, on cherche un événement. Donc, 1914 à 1918. Cherche ça sur Google, tu devrais avoir des résultats. Puis ça devrait pas être trop long que tu confirmes que tes sources sont bonnes. Là. C'est un événement très connu. Et je peux te donner un indice, il y en a eu 2 dans toute l'histoire contemporaine, parce qu'il y en a eu d'autres avant, mais de notre époque, il y en a eu 2. Et d'ailleurs, on va en placer une autre un petit peu plus loin. Ici, on a 1918 à 1929. 1929, pardon. Ici, je crois également que c'est une époque. Oui, c'est une époque, effectivement. Ensuite de ça, on a notre deuxième événement du même type. Entre 1939 et 1945, c'est l'autre. Quand je te dis qu'il y en avait eu 2 dans toute la planète, il y en a un ici, c'est-à-dire une. Je te donne un indice, c'est un mot féminin. Il y en a eu une là, puis une autre ici. Et entre 1945 et 1960, on parle d'une époque. Et là, ma foi, l'époque de 1945 à 1960, la dernière boîte, ça correspond à l'unité ici là qu'on fait. Parce que si on lit bien, là, on nous parle du Québec en 1945. Donc, ça devrait être une époque qu'on retrouve ici en haut de page. Si vous avez d'autres questions à ce sujet, je ne sais pas quoi vous dire parce que là, je vous ai presque donné les réponses. N'empêche, ça peut être complexe parce qu'on n'a pas de petite boîte avec des suggestions de mots. Enfin, donc ça, c'est pour le travail de la page 61. Pour les autres questions, ça va quand même aller bien si on lit les textes, bien sûr, c'est important. Des fois, les gens posent des questions, mais n'ont pas lu le texte. En passant, la petite boîte à outils, page 5, je suis allée voir c'était quoi au début du cahier. Ça t'explique c'est quoi une ligne du temps. Ça ne te donne pas d'indice sur les faits à écrire. Donc, moi, je t'ai fait la partie, je te donne un indice pour les écrire. Bien sûr, tu peux aller vérifier dans le cahier corrigé qu'on retrouve sur le site RPI et j'ai expliqué aussi cette chose-là dans une autre capsule précédemment. Donc, tu peux aller fouiller dans les publications, tu devrais trouver ça si tu n'as pas le corrigé. Ensuite de cela, donc, c'est bien ce que j'ai dit. Tantôt, je t'ai rendu à te dire que quand les gens sont heureux, font des rencontres et quand on est célibataire, une jeune personne, il arrive souvent qu'on va finalement se mettre en couple avec la personne. Et on va faire beaucoup de petits-enfants parce que à ce moment-là, on retrouve en 1951, quand il y a 4 personnes, il y en a un, c'est sûr, qui a 10 ans et moins. Donc, c'est une grosse population d'enfants. C'est une personne sur 4 qui a moins de 10 ans. Donc, c'est un événement, en fait, c'est une période
qu'on a appelé le baby boom, parce qu'il y a eu beaucoup plus d'enfants dans cette période-là que pendant l'époque de la guerre où les gens étaient malheureux puis ça devait pas leur tenter. Bon, au moins en tout cas. Fait que finalement, ça a fait en sorte qu'on a eu une augmentation importante du nombre de naissances et ces gens-là qui sont nés dans le baby boom, on les appelle les baby boomers, donc les personnes qui sont nées entre 1945 et 1960, plus ou moins quelques années. Là. En 1961, il peut aussi être appelé un baby boomer, là, c'est correct. Mais en gros, c'est cette période-là, c'est l'après-guerre. Ensuite de cela, oui, qu'est-ce qui se passe aussi à ce moment-là? On voit un phénomène se produire, c'est que d'emblée, au départ, dans les colonies, que ce soit françaises ou anglaises, les gens habitaient tous à la campagne. On s'entend, on avait des seigneuries, on avait des terres. C'était ça, là. On habitait tous en campagne. Après ça, révolution industrielle, là, les villes commencent à se développer, manufactures, usines, etc. Donc, les gens vont partir, certaines personnes, de la campagne pour s'en aller en ville. Donc, on avait deux modes de vie différents. Et on vient ajouter à ce mode de vie la banlieue. Alors, la banlieue, c'est un compromis un peu entre la campagne et la ville, si on veut, en ce sens où on va avoir la commodité d'être proche de la ville, sans nécessairement avoir toutes ses activités. Donc, toute l'effervescence, le bruit, les lumières, les gens. Alors, on a quand même moins de proximité, en tout cas qu'en ville, en étant en banlieue. Donc, on va pousser littéralement comme des champignons des maisons dans des quartiers de banlieue qui sont des gens qui sont des jeunes familles, qui travaillent parfois en ville. Donc, pour eux, c'est plus facile, c'est plus commode d'habiter près de la ville et non à l'intérieur. On peut prendre le temps d'élever les enfants, avoir une grande cour, tandis qu'en ville, plus difficile un peu, quoique il y a des enfants à Montréal aussi et ce sont des enfants comme les autres. Seulement, on a des activités qui sont peut-être parfois plus différentes ou jouer dans une ruelle devient sa cour, si tu veux, parce qu'ils n'en ont pas, mais il y a des grands parcs, il y a des façons différentes de vivre en ville. Enfin, tout ça pour dire qu'à ce moment-là, on développe beaucoup au niveau des banlieues et c'est encore très populaire. Les gens qui travaillent à Montréal ne veulent pas habiter sur l'île et habitent en périphérie, c'est-à-dire autour. Et c'est sûr que ça devient de plus en plus difficile pour ces gens-là de se rendre au travail tous les matins. C'est des heures et des heures de trafic, de circulation. Faut aimer ça. Mais parfois, on est dans un champ où la seule place où on peut travailler, c'est en ville. Donc, enfin, c'est un choix de vie et c'est une autre histoire. Que dire? Unité 15. On a fait le tour de l'unité 14. Je pense que c'est clair. Si vous avez des questions autres que ça, vous me ferez parvenir vos questions. On a un événement important, très important et plutôt très rare aussi qui arrive en 1959. C'est que on avait un premier ministre ici, au Québec, qui s'appelait Maurice Duplessis. Et c'est un premier ministre qui a été au pouvoir pendant presque 20 ans, en 2 fois. Et puis, c'est quoi? Son décès s'est produit pendant son mandat. Donc, ça fait en sorte que ça annule les plans un peu. Donc, il faut retrouver un autre premier ministre. Donc, c'était une personne qui était assez... Pas assez, qui était extrêmement conservatrice. Donc, il y avait des valeurs, on peut dire traditionnelles en un sens. Ça dépend toujours qu'est-ce qu'on entend par tradition, mais si on veut dire traditionnel par la femme reste à la maison, s'occuper des enfants, faire le ménage et la nourriture et toutes les tâches domestiques, familiales, et que monsieur va travailler, que ce soit au champ ou que ce soit ailleurs. C'est donc une société où la femme n'a pas beaucoup de droits et que, enfin, je n'aimerais probablement pas habiter dans ce genre de contexte-là, mais c'est beaucoup d'années où les femmes ont été réduites et que malheureusement on ne leur accordait pas
la même valeur qu'à tous les autres êtres humains, pas parce que c'est des hommes qui ont plus de valeur ou qui ont plus de droits, mais ils se sont donné ce droit-là pendant un bout. Mais quand Maurice Duplessis est décédé, ben c'est certain qu'il y a des choses qui ont changé. En fait, c'est beaucoup, 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 beaucoup de choses importantes qui ont changé à ce moment précis-là. C'est qu'on a abandonné, si on veut, le partage du pouvoir avec l'Église catholique. On a dit, je ne pense pas que l'Église a sa place dans les décisions qui sont des décisions qui devraient être politiques. Donc, c'est deux choses distinctes et on veut que l'État, donc, soit dissocié, que ne fasse plus partie, en fait, que la religion ne fasse plus partie des décisions du gouvernement. Donc, on ne veut plus mélanger la religion avec l'État. Ça fait qu'il y a plein de choses qui changent aussi dans les structures, la façon de faire de plusieurs secteurs d'activité vont être aussi modifiés parce que ça vient bouleverser un mode de vie dans lequel la religion était omniprésente. C'était partout. C'était à l'école, c'était autour de toi, c'était l'église, c'était important, donc c'était un lieu de rassemblement, c'était dans les maisons, quand aussi les gens, avant de manger, on faisait une prière, on priait pour les gens, ça faisait partie aussi du discours des gens, c'était présent dans plusieurs situations de la vie, puis on expliquait les choses beaucoup avec la religion. Donc c'était une façon d'expliquer des faits, parfois qui peuvent être scientifiques, quand on n'a pas de réponse. Mais c'est ça. En fait, ça a été un gros changement pour la société de voir M. Duplessis être remplacé. Pendant tout ce temps-là, il avait vraiment mis en place ces politiques conservatrices, disons. On peut dire ça comme ça. Donc, la condition féminine va prendre quand même du mieux par rapport à cette situation-là parce que on va lui accorder plus de valeur. En fait, on n'a peut-être pas encore atteint l'idéal. Est-ce qu'un jour ça va arriver? Peut-être pas de notre vivant. Ou moi, je ressens quand même du respect de la part des hommes en général, alors que on retourne pas si loin en arrière. On pouvait pas avoir un compte de banque. On pouvait pas aller à l'université. On n'a pas le droit. T'es une fille, c'est non. Juste ça devrait vous faire allumer. Ça n'a pas d'allure. Mais c'est ce qu'on faisait quand même. Puis les femmes, ben, malheureusement, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de pouvoir pour dire, ben non, j'aimerais ça. Moi, aller à l'université, j'aimerais ça. Aller à l'école. Mais il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui ont décidé que ça me dérange pas que toi, tu veux pas. Moi, je veux. Et c'est grâce à ces personnes-là, des pionnières qui ont décidé de foncer dans le tas puis de dire, ben non, c'est dommage, monsieur. Ben moi, je t'ai dit que je veux. Et toi, t'as rien à dire parce que je suis un humain comme toi. Puis en fait, il avait totalement raison de le faire et merci. On peut les remercier parce que peut-être aujourd'hui, ce serait pas encore comme c'est là si ce n'était pas de ces femmes-là. Mais elles ont grandement amélioré nos conditions et notre liberté et nos droits ont été davantage respectés. Mais il y a toujours... faut toujours rester sur nos gardes. Il n'y a rien d'acquis parce que ça peut basculer. Tu l'as vu dernièrement, les droits, les choses que j'ai le droit de faire. J'ai le droit à ça? Oui, j'ai le droit de faire ça d'habitude. D'habitude, ça n'existe plus. D'habitude, c'est pas comme ça. Là, c'était des règles spéciales pendant, mais encore aujourd'hui, pendant la pandémie, on a eu souvent l'impression que nos droits, on les respecte pas. D'habitude, j'ai le droit de faire ça. Pourquoi je peux pas, là? C'est d'essayer de comprendre toutes les implications quand un gouvernement annonce que là, c'est lui qui décide, là. Peu importe ce qui arrive, là.
t'as plus beaucoup de pouvoir. Les syndicats n'ont plus de pouvoir, c'est-à-dire qu'on prend le contrôle, on écrit un document, puis on dit, écoutez, on envoie un arrêté ministériel, c'est nous qui décidons maintenant. Peu importe ce qui était convenu avant, ça ne tient plus parce que c'est une situation exceptionnelle qui demande des mesures exceptionnelles. Alors, il y a des gens qui vont dire que leurs droits ne sont pas respectés. D'autres vont dire, oui, mais moi, mon droit, c'est d'être en santé, c'est d'être protégé par mon gouvernement. Mon droit, moi, c'est de pouvoir sortir puis de pouvoir aller au magasin quand je veux. Puis si j'ai le goût d'y aller avec la personne avec qui je vis, je vais y aller quand même si on me dit que c'est un client par auto, c'est quoi ça, j'ai le droit. Et c'est ça, il faut faire la mesure de toutes ces choses-là et puis de prendre du recul puis de regarder ce qui se passe. Moi, je pense que c'est un bon moment pour analyser les comportements des gens puis voir qu'est-ce qui se passe partout sur la planète, de voir les différents scénarios, les différentes façons de procéder. Ça reste quand même, oui, une expérience qui comporte certains désagréments, mais ça ouvre une fenêtre sur beaucoup de problèmes qu'on a en ce moment, hein, dans nos structures gouvernementales, dans nos services, dans nos façons d'opérer les choses, de traiter les employés, de gérer des crises, de prévoir les problèmes. Ça nous montre un peu, beaucoup, tous les bobos qu'il y avait en dessous d'un petit pansement, si on veut. Donc, on essaie des fois de rabrier les problèmes puis faire semblant. Mais quand il y a des situations comme celle qu'on vit qui se présentent, les bobos, ils sortent, hein? Ben, c'est ça qu'on vit. Donc, ça pour dire que tant mieux, ça va sûrement améliorer certaines choses. Ça va mieux nous préparer parce que c'est des choses qui arrivent aux 100 ans. C'est pas la première fois que ça arrive, vous le savez certainement. Sachant ça, on est des gens quand même évolués, je pense, qu'on est capable de mieux prévoir, ne serait-ce que pour avoir du matériel dans les hôpitaux et dans les soins, dans tous les endroits où on donne des soins de santé. Il faudrait être prêt pour pouvoir soigner les gens. Enfin, au minimum. Donc, c'est ça. Donc, ça fait le ménage un peu, beaucoup, au gouvernement d'une période très sombre de l'histoire. J'avais parlé aussi un peu avec mes élèves des pensionnats autochtones. C'est des choses qui se sont passées sous le gouvernement du Plessis, entre autres. Et puis bien d'autres choses, si vous saviez. Mais j'ai pas toute la journée, donc si vous voulez lire sur Maurice Duplessis, c'est un personnage... bon, je vais pas donner d'adjectif, je te laisserai toi-même trouver des caractéristiques à M. Duplessis, mais tu peux aller voir l'opinion des gens, de ce qu'il a fait, des faits, des articles, là, ça se retrouve dans les archives. Tu peux aller voir. Tu feras toi-même ton opinion de cette personne. Donc, oui, Monsieur Lesage qui arrive après, qui va venir changer totalement le visage du Québec dans ses structures, entre autres, parce que, comme je t'ai déjà expliqué, le gouvernement du Québec a des mandats provinciaux, donc par exemple les écoles, les hôpitaux, donc les soins de santé, ce sont des mandats qui sont confiés au gouvernement des provinces. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laïciser l'État, en ce sens où on va séparer la religion des décisions gouvernementales et de la politique. Ça devient un État laïque, ce qui veut dire que la religion, ça vient pas interférer dans les décisions. Elles sont pas prises nécessairement par des religieux. Être un religieux ne te donne pas un pouvoir décisionnel pour ce qui est des lois ou de... En fait, on va passer par la démocratie. Donc, si vous êtes un religieux, ben, vous allez avoir le même pouvoir qu'un citoyen ordinaire, que ce que vous êtes en fait. Donc, vous contribuez à la société, vous êtes un adulte, vous êtes résident, c'est-à-dire
citoyen canadien. Parfait, vous avez le droit de vote. Ce sera votre participation où vous pouvez vous présenter aux élections aussi si vous voulez faire plus. Mais c'est pas parce qu'on est un religieux qu'on va avoir le droit de décider sur la vie des autres personnes. Voici. Alors, Maurice Duplessis, avec toutes ses belles qualités, n'aimait pas non plus les syndicats. Bon, ça c'est un choix personnel, ça dépend. Parfois les syndicats c'est bien, parfois les syndicats ça n'aide pas. Ça veut aider, mais ça aide pas dans les faits. Ça peut te protéger aussi. Et c'est la raison principale pourquoi on a mis en place des syndicats. En fait, c'est que les gens n'étaient pas protégés par les employeurs. Alors, on avait des gens qui travaillaient dans des conditions très dangereuses où, à tout moment dans la journée, ton travail en usine, ça pouvait te tuer parce que les machines n'étaient pas sécuritaires. Il n'y avait pas de protocole de sécurité. On travaillait de longues heures. Donc, des grosses semaines. Qu'est-ce qui arrive quand tu es fatigué? Probablement, il se peut que tu sois moins prudent. Il se peut que tu opères ta machine de façon irresponsable dans la mesure où est-ce que c'était sécuritaire, l'environnement de travail? En général, au départ, pas tant. Hein? C'est pour ça qu'on a créé des syndicats qui vont venir encadrer tout ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait exploiter par leur employeur. Donc, on veut que les gens soient protégés, on veut leur donner ce à quoi ils ont droit. Donc, je crois que ça fera le tour de ces unités, 14 et 15. Voilà, j'avais pris des notes sur les syndicats et c'est pas mal ce que j'ai dit. Donc, on observe là, dans un laps de temps assez court, prospérité économique, la condition de vie des gens est améliorée et aussi les conditions de travail parce que on va avoir des syndicats. On veut que les gens aient accès à une éducation uniforme, que ça ne soit plus prodigué par nécessairement des religieuses, des religieux, que ce soit des enseignants qui vont aller donner des outils aux élèves et non pas aller tenter d'inculquer des valeurs religieuses en tant que telles. On veut être une école qui va amener des valeurs, oui, bien sûr, mais pas nécessairement des valeurs de religion. On peut dire, le respect, c'est important au nom de la religion, mais au nom du respect pour l'humain. Donc, c'est un beau virage qui a été pris donc à partir de 1960. Et le reste de l'histoire, eh bien, ce sera la semaine prochaine où tu peux aussi être curieux et aller voir dans les pages suivantes, des fois, qu'il y aurait des informations croustillantes. Alors, voici, c'était les unités 14 et 15. Et j'espère que ça t'a donné un petit coup de main pour comprendre ton histoire à toi aussi. Alors, bonne fin de semaine! Bye! Arrêtez ici.